Très bonne, donc vous avez fait un exposé, d'accord, vraiment, d'accord, digne, d'accord, une future bonne enseignante en communication. Sauf que peut-être pour vos transparents, il manquait une numérotation que peut-être les bords de... elle ne ressort pas la... Je vous entends mal. La numérotation de vos transparents ne ressortait pas sur les transparents. Ou là, elle était absente. Je n'ai pas fait attention. La numérotation. La numérotation. D'accord, elle n'est pas sur l'écran blanc. Eh bien, oui, je vois. Elle apparaît en bas. Mais elle n'est pas claire, elle n'est pas bien claire. Relever le numéro de transparent. Elle apparaît en bas, mais pas bien. Donc, très vite, je passe la parole. Je céderai la parole au professeur Mellit, s'il a des questions ou des remarques à faire. D'accord, merci. Je vais laisser pour vous, professeur Mellit. Allez. Ok, donc je tiens à remercier Madame Lelo pour la clarté de son exposé, que je trouve vraiment très clair, très pédagogique. Voilà. Donc, pour le mémoire, c'est très bien, plutôt la thèse, c'est très bien rédigé. C'est très facile à lire. Bien structuré, bien sûr, sauf j'ai 2 points à relever concernant la rédaction. Il manque une liste des acronymes, peut-être, pour faciliter plus la lecture. La liste des acronymes, il y a la liste des figures, il y a la liste des formules, tout ça. Il manque la liste des acronymes. Surtout, il y a beaucoup de critères d'évaluation et tout ça. Donc, voilà, ce serait mieux d'ajouter une liste des acronymes. Aussi, je trouve aussi la bibliographie. Vous utilisez notre style. Donc, il fallait utiliser des numéros, peut-être. C'est mieux, parce que pour faire référence, pour citer, disons, un article, tout ça, vous écrivez tout une ligne. J'ai utilisé l'ordre alphabétique. Donc, là, il fallait utiliser ça des numéros, ou là, juste les 2 premières lettres de l'auteur, plus l'année. Et c'est plus facile, c'est facile à écrire, c'est facile à lire, bien sûr. Maintenant, pour les questions, bien sûr, j'ai quelques questions à poser. Tiens, donc je commence par donc, première contribution, c'est le développement de méthodes concernant les données numériques. Deuxième contribution, c'est de développement des méthodes concernant les données comment vous l'avez appelé, catégorielles. Voilà. Et maintenant, donc, est-ce qu'on ne peut pas généraliser les méthodes développées pour, par exemple, des données mixtes? Par exemple, qu'est-ce qu'il manque pour généraliser? Comment vous voyez la génération des méthodes que vous allez développer pour des données mixtes? Voilà. Pour les données mixtes, on a besoin de changer la mesure de distance entre les objets. Par exemple, pour les objets numériques, on a la distance euclidienne. Et pour les objets catégoriels, par exemple, on utilise la distance de Hamming. Par contre, pour les objets mixtes, on doit redéfinir une fonction de similarité entre les objets. C'est pour ça, c'est pour adapter l'algorithme aux données mixtes, on doit changer la mesure de similarité entre les objets. Ou là, disons, on peut le séparer, ça veut dire, donc, déjà, donc, il y a données numériques, données donc, catégorielles. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des données mixtes, on peut les séparer en 2. Et ce sera donc 2 clusters. Non, non, c'est pas possible pour les données mixtes. C'est-à-dire, il y a quelques attributs numériques et quelques attributs quantitatifs. Ça ne signifie pas qu'il y a des données seulement numériques et des données seulement catégoriques. Non, c'est un mélange entre les types de données. Donc, pour une donnée, elle a des attributs numériques et des attributs catégoriques. Donc, on ne peut pas séparer les données. On doit adapter une fonction pour mesurer la similarité entre 2 objets de type mixte. Ok, très bien. Donc,
Ah tiens, donc vous avez pour le choix des paramètres d'entrée. Voilà, le K0, le grand L, et pour le K0, vous choisissez entre racine de n. Le n, c'est la taille de la base de données. Bien sûr, le L, donc... Généralement, c'est une grande valeur. Le nombre initial du cluster, c'est une grande valeur. Le nombre initial du cluster, on commence par une grande valeur. On peut par exemple commencer par 100 au lieu de la racine carrée de n. Mais c'est pour minimiser le temps d'exécution, donc on a commencé par la racine carrée de n, qui est suffisamment grande au nombre adéquat, au nombre correct du cluster. Donc l'exécution dépend de tout ça, bien sûr, des paramètres de départ. Voilà. On a fixé ces paramètres pour minimiser déjà le temps d'exécution et pour obtenir des bons résultats. Donc c'est un compromis entre les deux objectifs. Ah tiens, donc pour le résultat que vous avez obtenu, donc. Pour les résultats. Ça veut dire vous faites plusieurs exécutions. Pour les vous prenez une moyenne de... La moyenne de 30 exécutions. Vous faites combien à peu près? Vous dites que c'est 30 exécutions. On effectue 30 exécutions et prend la moyenne. Donc les résultats représentés ici sont la moyenne de 30 exécutions de chaque algorithme. Peut-être que je n'ai pas bien compris la question. Pour la précision, on ne peut pas donner une erreur, donc l'intervalle de confiance, puisque vous faites plusieurs exécutions, vous prenez une moyenne, et là vous dites l'écart, par exemple, qui se passe. Par exemple, pour notre premier et deuxième algorithme, donc ils sont des algorithmes déterministes, c'est-à-dire ils nous donnent le même résultat à chaque exécution. Cependant, pour notre algorithme génétique, donc il y a des valeurs aléatoires. Donc on doit exécuter l'algorithme autant de fois et prendre la moyenne et prendre la moyenne. Ah, donc vous faites tant d'exécutions, donc chaque fois vous avez un résultat et vous faites la moyenne des temps. Et on fait la moyenne. C'est toujours comme ça avec les algorithmes qui utilisent des valeurs aléatoires. Par contre, pour le premier et le deuxième, ils sont déterministes. Toujours, on obtient le même résultat. Donc on exécute une seule fois l'algorithme. On n'a pas besoin d'exécuter l'algorithme plusieurs fois. Ok, très bien. Donc maintenant, pour je vais dans certains tableaux, il y a l'indice IR, le premier tableau d'abord. Le troisième chapitre. Le troisième chapitre. Quelle page? À troisième chapitre, j'ai oublié quel numéro transparent, mais... Ah, le premier résultat. Le tableau, c'est le troisième chapitre, la méthode développée au troisième le premier résultat. Le diapo. Celui-là? Maintenant, on les voit. Voilà, très bien. Pour l'indice l'IRA, donc, si je vois par exemple les clusters obtenus. Le nombre de clusters obtenus. Donc, par exemple, si on l'ellipse, la base de données ellipse, donc 2, là, c'est pas bon. Et on a le 4,70. Vous avez obtenu 4,70. D'accord? خلينا donc dataset 3.2 avec 3.3, c'est bon. Donc je vois par exemple il y a l'indice qui parfois plus il est bon, plus plus c'est proche de 1. Et pourquoi avec par exemple le glace? Le glace. Donc nous avons ça au départ dans ces clusters, vous avez obtenu 6,02 milliers. Mais par contre l'indice l'IRA donc pourquoi 0,217. C'est pas bon, Yannick. C'est pas bon, mais puisque ce sont des bases de données réelles. Les bases de données, le problème avec les bases de données réelles, que les labels attribués aux classes par l'expert ne tient pas peut-être ne donnent pas la même priorité aux attributs. C'est-à-dire que peut-être ces classes ne sont pas bien séparées. Par contre, les autres bases de données sont des bases sphériques. Mais le problème avec les bases réelles, c'est que ce sont des bases
ce sont des bases n'est pas bien séparées. On les utilise, on a utilisé ces bases réelles pour évaluer notre approche et dire que voilà, notre approche est peut-être est applicable à des bases de données réelles. Mais les résultats obtenus par les différents algorithmes ne sont pas satisfaisants, pas seulement le nôtre. Même regardez les autres algorithmes, par exemple, le MOC, la valeur de ILA est de 0,16. Il y a d'autres mesures d'évaluation. Et la connectivité. La fonction fitness, on l'a choisi, c'est dans l'objet de déterminer la valeur de K et aussi avec une bonne qualité de clustering. Maintenant, pour le... vous faites bien sûr donc une comparaison avec d'autres méthodes. Ces d'autres méthodes, c'est aussi à base de théorie des jeux ou bien d'autres... Non. Utilise la théorie des jeux ou d'autres techniques? Non, le premier algorithme, c'est le nôtre. Le deuxième aussi, c'est notre qui utilise la théorie des jeux. Par contre, les autres, ce sont des algorithmes évolutionnaires. Par exemple, le MOC, c'est un algorithme évolutionnaire. Donc, une autre technique de classification. Vous parlez des algorithmes qui utilisent la théorie des jeux. Le problème, c'est que ces algorithmes, leur complexité est exponentielle et sont appliqués sur des bases de données de petite taille. Par exemple, une base de données qui contient 50 objets. Donc, on ne peut pas valider notre approche sur 2 bases, par exemple. Mais il y a d'autres techniques. Il y a les réseaux de neurones, il y a aussi ce qu'on appelle les SVM, voilà. Il y a aussi une méthode méthode à noyau, voilà. Pour faire une classification, pour séparer les cristal. Pardon. Ici, on a essayé de comparer notre algorithme avec les algorithmes qui optimisent les mêmes critères. Par exemple, le MOC, il optimise les mêmes critères, la connectivité et la compacité. Maintenant, pour les algorithmes génétiques, vous dites on a donc utilisé un nouveau codage. Un nouveau schéma de codage. Qui n'a jamais été utilisé. Alors, donc, vous avez testé le codage HADA et donne de bons résultats par rapport à d'autres codages. Les résultats sont... Les codages numériques, binaires, PITOCAV, réel, binaire, tout ça, donc... Non, donc, il fallait tester, on a directement appliqué ce codage. On n'a pas essayé d'appliquer d'autres types de codage et comparer les résultats. Mais c'est les nouveaux, ils ne donnent pas de bons résultats. Donc, ce c'est pas la peine. Justement, il est nouveau et en plus, il donne des bons résultats par rapport à MOC. MOC, il utilise des algorithmes génétiques et il utilise le codage binaire. Si on compare nos résultats avec les résultats de MOC, il est clair que le nôtre obtient des meilleurs résultats par rapport au MOC. En plus, le nôtre utilise une population limitée à 100 individus. Par contre, MOC utilise une population à 1000 individus et 1000 générations. Ok. Ok, il me semble que je fais le tour, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur Melit, pour ces questions. Je passe la parole directement au professeur Tari.